Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle semaine d'actualité qui débute très fort pour le coup avec cette menace de grève dans les transports scolaires. Et pour en parler avec nous, Alice Yaka de EFO Transport. Bonsoir. Bonsoir. Alors depuis l'annonce de préavis de grève lancée par EFO, la population mahoraise retient son souffle et a peur que cette grève vienne apporter des troubles à l'ordre public, également vienne paralyser tous les départements. Une réunion s'est tenue tout à l'heure avec la préfecture notamment. Vous nous en direz davantage sur le compte-rendu de cette réunion. Avec nous également Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina et bonsoir à tous. Alors avec vous, il sera question de l'octroi de mer avec ces taux qui font polémique encore et toujours. Et cette fois-ci, c'est au tour du président du SIAM de monter au créneau. Vous nous direz pourquoi celui-ci a tenu à en parler. Tout cela tout à l'heure dans ce journal. Mais d'abord, voici les titres de ce lundi 15 février. La grève dans les transports scolaires couvre depuis une semaine et fait craindre le pire à la population. En effet, le risque de barrage est réel, tandis qu'une réunion de la dernière chance s'est tenue cet après-midi en préfecture afin d'éviter ce mouvement. Toutes les explications dans votre journal. L'augmentation des taux d'octroi de mer n'en finit plus de faire des mécontents. Dernier en date, le président du SIAM qui s'insurge contre une mesure qui risque fort de tuer dans l'œuf des chantiers d'assainissement pourtant primordiaux pour le département. Il envisage ainsi de déposer un recours devant le tribunal administratif. Le football club de Mtsapéré a remporté ce week-end la Super Coupe de Mayotte. Pour la troisième année consécutive, les joueurs du FCM l'ont emporté, surclassant le club de Mirereni 8-2. Une nouvelle victoire comme un message fort envoyé à la concurrence à l'approche de la reprise de la saison. Depuis une semaine, le syndicat Force ouvrière menace d'entamer une grève accompagnée d'une opération escargot. Les chauffeurs sont excédés et en ont assez de subir des agressions physiques et autres caillassages. Ils souhaitent donc frapper fort et faire réagir les autorités par le biais d'une grève. Nous sommes allés à la rencontre de la population pour recueillir leurs sentiments sur cette grève qui pourrait causer des troubles à l'ordre public. Reportage Shakila Issouf et Leslie Vimné. Depuis quelques jours, la population est informée du dépôt d'un préavis de grève dans les transports scolaires. Dès demain, 4h45, une opération pourrait être ainsi mise en place. Et même si le pire est à craindre, et notamment les traditionnels barrages qui se dressent à chaque absence de ramassage de bus, les agressions faisant partie désormais du quotidien des administrés, beaucoup comprennent et soutiennent les chauffeurs. Si on est bloqué, on fait quoi? On reste chez nous ou on va y participer aussi? On va un peu aider les chauffeurs de bus aussi. Ça concerne tout le monde évidemment, parce qu'il n'y a pas que les violences sur les bus. Parce qu'il y a aussi les gens qui passent et qui se font arracher les sacs, quelque chose comme ça, puis qui se font tabasser gratuitement. Si c'est ça qui n'est pas seulement grève, pareil, et autres qui vont mettre solution. Donc, que les chauffeurs en bisseré ou la soukuru mazul mangro, ne qui se mettent à étaner circali solution. Donc, il faut juste pareil, romboazou tsakarka solution. C'est pas normal, il y a une trace là, c'est d'azini. Amuruka ba kisi garini, sparawanata, wasumtizamtusheri. Du côté du syndicat EFO, cette grève représente un ultime cri d'alerte, alors même que pour le secrétaire départemental du syndicat, les solutions existent, mais encore faut-il que les autorités aient la volonté de mettre les moyens suffisants. Il va falloir que l'État s'engage, la collectivité départementale s'engage et qu'on puisse mettre les chiffres, l'argent, dire que ça va coûter tant d'euros et que l'État participera à hauteur de tant d'euros, le conseil départemental à hauteur de tant d'euros et que cet argent-là va participer pour construire des nouvelles routes de contournement pour permettre aux bus de travailler dans des bonnes conditions. Il va falloir qu'on mette de l'argent pour élaguer toutes les routes parce que ça gêne considérablement quant à la visibilité. On ne sait même plus où sont les enfants qui vont lancer les pierres et tout ça. On peut pas leur, même si on a une caméra de vidéo derrière pour filmer, on peut pas les voir parce que c'est touffu, parce qu'il y a plein d'arbres qui jonchent les rues et on peut pas fonctionner comme ça. Donc il faut de l'argent, il faut de l'effectif au niveau de la police judiciaire et administrative, il faut des effectifs au niveau des médiateurs. Et tout ça avant demain. Eh ben ça peut, donc on y va droit. Ça peut être obtenu dès aujourd'hui.
Au bord de l'explosion et de la guerre civile, les mots sont durs mais décrivent une situation sociale des plus tendues. À noter qu'une réunion pour désamorcer la crise s'est tenue à 16 h en préfecture afin d'éviter un mouvement de grève qui fait craindre le pire. Avec nous, Alice Yaka de FO Transport. Alors, on a vu une réunion s'est tenue tout à l'heure à 16 h. Elle s'est terminée il y a moins d'une heure. Quel est le résultat de cette réunion? Est-ce qu'il y aura grève ou pas demain? Alors, la grève est maintenue parce que moi, je déplore la brillante des élus qui sont s'absenter à cette réunion. Or, ils sont des autorités organisatrices. C'est eux aussi censés de sécuriser les transporteurs, sécuriser aussi nous dans le réseau. Je vous rappelle que cet réseau Allo, c'est la charte charte graphique de département. C'est une charte Allo. Donc aujourd'hui, on ne comprend pas l'absence des élus responsables de ce transport sur cette réunion. Moi je déplore, je trouve inadmissible et inacceptable. Donc pour nous, clairement, les conseils départementaux voilà, n'étaient pas présents. J'appelle à tous les transporteurs, j'appelle à tous les salariés de se mobiliser à nouveau parce que les élus nous prennent comme on est de vauriens. Pour eux, c'est simplement de taxer des entreprises et tuer l'emploi. Donc pour nous, on ne peut plus rester sans dire que stop, on a ras-le-bol de cette situation insécurité à Mayotte. Alors vous évoquez l'absence du département dans cette réunion, mais vous étiez également avec la préfecture. Qu'est-ce qui a été évoqué? Alors, vous savez pertinemment que l'État aussi, à l'absence de l'un, ils n'ont pas l'autre concurrent de se renvoyer la balle. Donc pour lui, il trouve sans solution. Il n'y a que de dire, de faire une diagnostic. Nous, on n'est plus dans une diagnostic. On veut du cas concret. Il n'y a plus de diagnostic là. On parle également de propositions qui ont été faites. Moi, j'ai soumis, parce que le vendredi, on nous a invités brièvement. J'ai pas fini mes propositions. Maintenant, moi j'ai donné officiellement la proposition dont vous l'avez dit sur vos yeux. Donc voilà, c'est à eux de nous répondre concrètement à nos besoins. Alors vous faites état de propositions internes et externes. En quoi cela consiste ? Alors, nous savons pertinemment que dans toutes les zones, dans les sites de tous les Mayotte, ils ne sont pas sécurisés. Il n'y a pas des éclairages. Il n'y a pas suffisamment de moyens humains ni matériels. Donc, pour nous, il y a des pistes dont je ne vais pas tous les citer pour l'externe. Ensuite, les moyens internes. Nous avons besoin d'être aussi rassurés à l'interne par rapport, bien évidemment, par l'autorité organisatrice dans cette affaire, parce que c'est son réseau. Mais s'il brille d'être absent à tout moment sur les réunions, nous, qu'est-ce qu'on doit faire ? On n'a pas la grève pour nous, c'est pas une fatalité. On ne peut pas dire que la grève c'est une solution. Cela veut dire c'est une économie. Donc pour nous aujourd'hui, on n'a plus de solution que de faire la grève. Alors grève, et on parle également d'une opération escargot. Est-ce que celle-ci est maintenue? L'opération d'escargot, on a déplacé. On organisera à une autre manière. On va dans notre dépôt à Longoni. Merci beaucoup Alice Yaka pour cette intervention et on suivra justement ce mouvement dès demain au niveau de la rédaction. Merci, je remercie les élus de leur absence. Merci. Et autre ras-le-bol, celui des agents administratifs du CHM, dont une partie a décidé ce matin de débrayer en cause des conditions de travail qui se dégradent au fil des semaines sans qu'aucune solution ne soit apportée par la direction. Une situation maintes fois dénoncée et qui pousse une nouvelle fois le personnel à exercer son droit de retrait. À 11 h, une réunion s'est ainsi tenue avec la direction sur le sujet. Une rencontre plutôt positive puisqu'elle a permis de mettre fin au mouvement. Un sujet signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimné.
Une partie du personnel administratif du CHM a décidé d'exercer son droit de retrait ce matin pour exprimer son ras-le-bol. En effet, les conditions de travail se dégradent de semaine en semaine, comme nous l'explique Henri Rigotard. On a tenu à débrayer ce matin parce que les agents administratifs en particulier les agents des bureaux des entrées qui accueillent les patients, ne sont pas pris en compte dans leur surcharge de travail. On ne tient pas compte de difficultés qu'ils ont tous les jours à exercer leur profession. Il n'est pas normal qu'on parle de surcharge de travail, mais on oublie ceux qui sont les premiers à accueillir tout ce monde-là. Quand on parle d'un surcharge à la mater, on parle d'un surcharge au bloc, on parle de surcharge de travail un peu partout, on parle de l'augmentation du flux des patients. Eh bien, les adjoints administratifs des bureaux des entrées sont les premiers à recevoir ces personnes-là. Les personnels travaillant au bureau des entrées sont particulièrement exposés à l'augmentation des flux de patients qu'enregistre le CHM depuis plusieurs années. Des doléances qui ne datent pas d'hier donc, mais qui se font plus criantes au fur et à mesure du temps. On a toujours reçu plus d'agents depuis 2011, on a commencé à le signaler à la direction. On a changé plus de 4 directeurs depuis qu'on a commencé à se plaindre sur ça. Donc à un certain moment, soit ils se mettent d'accord à faire une continuité de politique, c'est-à-dire ce qu'on a demandé pour le service qui soit mis en application et qu'on arrête de jouer avec la patience des agents. À chaque fois qu'on se met d'accord sur certaines choses à mettre en application, qu'ils ne les mettent pas. Or, c'est des choses qui sont là uniquement pour faciliter et pour améliorer les conditions de travail des agents. Suite à ce débrayage, une réunion s'est tenue ce matin entre la direction et le personnel en retrait. Les discussions ont été fructueuses et des mesures vont être mises en place dès demain afin d'améliorer les conditions de travail des agents. La directrice des ressources humaines du CHM nous en dit plus sur les moyens qui vont voir le jour prochainement. Doter l'ensemble effectivement des bureaux des entrées de ce qu'on appelle un gestionnaire de file d'attente, dont l'objectif effectivement est de pouvoir mieux gérer les risques de tension entre patients et professionnels et gérer les flux de patients. De confirmer des travaux qui ont été programmés sur l'année 2016, notamment sur le dispensaire de Brahmadoudou, pour une enveloppe de 800 000 €. Et ensuite, puisque c'est une préoccupation importante sur Mayotte aujourd'hui, de pouvoir renforcer la sécurité à Jacaranda, notamment avec la présence de professionnels agents de sécurité de 7h à midi. Des moyens matériels, ensuite effectivement des moyens humains au niveau effectivement de la sécurité, et ensuite un travail plus global sur la question de la démarche fiche de poste, pour permettre aux professionnels de recentrer sur leur cœur de mission, et notamment leur mission qui est une mission importante des agents du BE, entre autres, pas que celle-là, sur l'identito-vigilance. Les agents sont ressortis satisfaits avec le sentiment d'avoir été à la fois écoutés et entendus. En effet, la direction a décidé d'agir pour son personnel qui a repris le travail et mis fin au mouvement à la suite de cette réunion. Le président du conseil départemental, Sobadine Ibrahim Ramadani, reçoit actuellement plusieurs organisations syndicales, tous secteurs confondus, afin de réévaluer les taux d'octroi de mer. Ce matin, dans la matinale, c'était au tour du président du SIAM de se plaindre de l'augmentation de cet impôt. En effet, l'eau est désormais taxée à 2,5% contre 0% auparavant, mettant ainsi en péril les investissements futurs dans ce domaine. Reportage Akila Issouf et Leslie Vimné. Le SIAM réalise actuellement plusieurs chantiers d'installation du réseau d'assainissement. 1100 mètres de canalisation ont ainsi été posés avec 105 boîtes de branchement, ainsi comme nous l'explique le directeur général des services du SIAM, Michel Jossé. Si ces travaux causent de nombreux désagréments, ils sont essentiels pour le département. L'assainissement aujourd'hui est une des priorités du SIAM. Donc nous avons lancé de gros chantiers. Nous avons des programmes aujourd'hui jusqu'en 2020 qui se chiffrent à 130 millions d'euros. Donc avec nos partenaires financiers que sont le MOM, donc notamment l'État, donc l'ONEMA. Et ces travaux sont nécessaires, comme je vous le disais. Donc nous sommes aidés, comme vous le disiez, par l'Europe également. Nous sommes regardés à la loupe et nous devons assainir Mayotte le plus rapidement possible, car le problème d'insalubrité existe toujours et nous devons lutter contre ça. Par contre, on en appelle le SIAM à tous les Mahorais,
pour qu'ils se raccordent, parce que c'est bien beau de faire des travaux, mais il faut que les eaux usées transitent dans ces réseaux, donc il faut faire les raccordements, et notamment du privé sur le terrain public. L'augmentation de l'octroi de mer applicable à la plupart des produits importés va, selon le président du SIAM, avoir un impact sur les factures d'eau des Mahorais. En effet, le syndicat est désormais confronté à un dilemme, réaliser des chantiers d'envergure en augmentant le prix de l'eau ou investir moins d'argent dans les travaux pour ne pas impacter le budget des ménages. Conscient de la situation de précarité dans laquelle vivent des milliers de familles, le président du SIAM a choisi d'exprimer son désarroi ce matin. Au total, j'avais un investissement de 50 millions d'euros défini. Là, ça c'était acté. Il y avait 50 millions pour faire ces travaux en 2016, c'est ça? 50 millions actés qu'on devait, concernant l'investissement eau et assainissement, qu'on devait tout simplement mettre en sauce les travaux. Donc 50 millions dans l'économie locale. Exactement. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On me demande de trouver 30% en plus de 50 millions. Les 30% de 50 millions, ça fait 15 millions. Les 15 millions, je les trouve où? Alors que nous voyons très bien, à part les services de l'État et l'État qui nous aident, depuis que j'étais là, c'est le seul qui nous a aidés. Le conseil départemental a toujours été absent. Après avoir alerté par courrier le président du conseil départemental sur cette problématique, le président du SIAM attend maintenant une réponse rapide, tandis qu'il envisage déjà de déposer un recours devant le tribunal administratif. Octroi de mer, toujours encore la polémique qui enfle maintenant du côté du SIAM, Pierre, avec ces taux qui ont augmenté, qui vont s'impacter sur les travaux effectués à Mayotte. Effectivement, 15 millions d'euros, c'est le coût qui a été estimé par le président du SIAM et ses services. 15 millions d'euros qui ne pourront pas être investis ailleurs, on le sait, dans les travaux d'assainissement. Il y a eu 100 millions d'euros qui ont été investis ces derniers mois. Là, c'est 15 millions d'euros, c'est énorme, 15 millions d'euros pour offrir à toute la population l'eau potable. Donc, c'est vraiment très problématique. Il a envoyé un courrier, il l'a dit au président du conseil départemental. On va voir quelle est la réponse. Pas plus tard qu'aujourd'hui, on a eu un autre courrier qui a été envoyé cette fois par, l'intersyndicale patronale, donc par les présidents de la FMBTP, de la CGPME et du MEDEF, qui réclament, alors ils ont entendu ce qu'a dit le président du conseil départemental, qui explique qu'il ne peut annuler la délibération du 10 décembre dernier sur ces taux d'octroi de mer. Il demande, quoi qu'il en soit, un arrêté modifiant justement ce taux d'octroi de mer afin que ce taux d'octroi de mer soit à 0% pour tous les biens produits au niveau localement, avec un effet rétroactif. Ils ont envoyé ça aujourd'hui avec une copie à la presse bien entendu, mais aussi au préfet, aussi au directeur des douanes, à la directrice de la DIECT ou encore aux autres organisations syndicales de salariés. Ça a été aujourd'hui. Eux aussi, ils posent un ultimatum vendredi, alors sous forme un peu de menace, on le sent. Ils expliquent qu'ils attendent une réponse d'ici ce vendredi 19 février. Ils expliquent connaître le climat actuel, le climat social compliqué, et voilà, ça rajouterait encore de l'huile sur le feu si eux n'obtenaient pas gain de cause. Alors dans un contexte de vie chère, une économie fragilisée, effectivement, cet octroi de mer pose vraiment problème, Pierre. Tout à fait. Alors là, on le voit, le président Bavy a pris une décision forte. Il ne veut pas impacter ce taux d'octroi de mer sur les ménages. Donc il ne veut pas augmenter le prix de l'eau. Maintenant, forcément, ça va avoir des conséquences. Et il l'explique, les conséquences vont être directement liées à l'investissement, aux travaux qui sont effectués depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années. Donc effectivement, c'est à tous les niveaux de la société. On l'a dit plusieurs fois, on l'a répété, que cette augmentation de l'octroi de mer dans de nombreux secteurs d'activité va impacter notamment les sociétés, bien entendu, mais aussi l'ensemble de la population. On le voit pour l'eau. Alors même si effectivement les ménages ne seront pas impactés sur le facture, en tout cas, ça sera l'ensemble du territoire qui le sera sur les chantiers et sur l'assainissement de l'eau. Merci beaucoup Pierre, on va suivre ce qui va se passer justement suite à ces nombreuses réunions qui ont lieu avec le département. Et autre sujet, la délégation régionale du Centre national de la fonction publique territoriale de Mayotte, le CNFPT, a organisé aujourd'hui une journée d'actualité sur la loi de finances 2016 pour les collectivités territoriales. Le but de cette journée était bien sûr d'appréhender le nouveau cadre budgétaire et financier qui sera applicable aux collectivités territoriales en 2017. Mais autre objectif affiché, préparer un débat d'orientation budgétaire pour chaque commune, un mal nécessaire pour ne pas reproduire les erreurs du passé. Un sujet signé Adèle Laurent.
L'expert et formateur en finances locales Alain Guégan a fait le tour des départements métropolitains et d'outre-mer afin d'expliquer aux personnes compétentes le nouveau cadre budgétaire et financier applicable aux collectivités territoriales en 2017. Il complète aujourd'hui sa tournée de présentation par le 101e département. La loi de finances vise à réformer en profondeur la DGF, dotation globale de fonctionnement, qui constitue la principale dotation de l'État aux collectivités territoriales. La révision de cette loi tend à modifier les modalités de répartition budgétaire entre les communes et les communautés territoriales. Le gouvernement a en effet souhaité actualiser les critères de la DGF afin de les adapter au mieux à la situation économique, sociale et démographique de chaque commune. Pour les communes, certaines vont bénéficier de ressources supplémentaires, notamment grâce au nouveau barème appliqué pour celles qui assument par exemple au sein de leur communauté des fonctions centrales. Et certaines communes rurales recevront également des ressources supplémentaires. Mais naturellement, dans ce mécanisme de redistribution, eh bien, il y aura aussi des communes qui vont connaître des pertes de moyens. Des changements pour les communes, mais également pour les communautés d'agglomération. Donc c'est vrai que pour la ville capitale de Mayotte, la nouvelle répartition de la dotation globale de fonctionnement sera moins favorable. En contrepartie, la communauté d'agglomération de Mamoudzou d'Embeni, elle va tirer des avantages significatifs de la réforme de la dotation. Au niveau des communautés, la réforme de la dotation globale de fonctionnement est très favorable aux communautés mahoraises. Donc en fait, du côté des communautés, je dirais qu'il n'y aura que des gagnants, en tout cas pour Mayotte. Les directeurs des finances, les élus, les directeurs généraux des services ainsi que les cadres des collectivités territoriales. Tous étaient conviés à cette journée d'actualité au cours de laquelle ils ont pu s'informer sur les conséquences de cette réforme appliquée en 2017. Ils ont également pu débattre de l'orientation budgétaire pour chaque commune de Mayotte. Je suis là parce que cette formation qui est organisée par le CNFPT est intéressante parce que ça nous permet d'avoir un peu d'éléments concernant les nouveautés en matière de loi de finances pour 2016. Il n'y aura pas pour le moment de grands changements, mais il y a des discussions en cours. Justement, c'est ce qui nous a été présenté tout à l'heure. Donc des discussions de réforme qui sont prévues. Et justement, pour 2017, si ça s'applique, ça va avoir un impact sérieux sur les dotations attribuées aux collectivités. La dotation globale de fonctionnement représente tout de même la somme considérable de 15 milliards d'euros au niveau national. Cette réforme vise donc à mettre à contribution les collectivités territoriales afin de baisser cette somme et ainsi de redresser les comptes de la nation française. Cette journée d'information était donc nécessaire pour se préparer à la mise en place de cette réforme. Je vous propose maintenant de faire un petit tour d'horizon du reste de l'actualité de ce lundi 15 février et c'est tout de suite dans l'actualité en bref. L'état-major sécurité a dévoilé il y a quelques jours les chiffres de la délinquance et de l'immigration. Si le procureur Joël Garrigue les a qualifiés de catastrophiques, le patron du ministère public Outre-mer, Claude Laplot, a de son côté jugé le bilan calamiteux. Le terme est particulièrement approprié, mais peu de réactions sont à noter de la part du gouvernement, et ce malgré l'explosion des violences sous toutes leurs formes. Pour le procureur général Laplot, Mayotte souffre d'une insuffisance criante de moyens, tant pour le ministère public que pour la police judiciaire. À ce titre, il a demandé des renforts significatifs afin d'inverser la tendance et parvenir à un travail judiciaire de qualité. De leur côté, les parlementaires mahorais montent au créneau chacun leur tour. Ainsi, après le député Aboubacar, c'est aujourd'hui le sénateur Thani Mohamed Soilihi qui interpelle le ministre de l'Intérieur, rappelant l'augmentation importante de la délinquance malgré les moyens supplémentaires mis en œuvre. Il interroge le premier flic de France sur les mesures que le gouvernement compte prendre pour poursuivre la lutte engagée depuis 2012. Place désormais aux actes et non plus aux courriers de soutien inconditionnel qui, s'ils sont toujours bien reçus, ne suffisent plus à contenter une population qui chaque jour se heurte à la violence et à la délinquance. La dernière édition des Jeux des îles de l'océan Indien a marqué les esprits pour deux raisons. La délégation mahoraise a pour la première fois été autorisée à chanter l'hymne national, entraînant de ce fait le départ précipité de la délégation comorienne.
Au lendemain des épreuves, la décision de revoir la conception de la charte des Jeux a été prise, et ce sans les Comores. Organisé tous les 4 ans, l'archipel des îles de la Lune avait été désigné pour accueillir les Jeux de 2019. La question de la représentation de Mayotte avait bien sûr été posée et le comité international des Jeux avait alors désigné l'île Maurice comme hôte, jugeant les Comores inaptes à recevoir une manifestation d'une telle envergure. La première réunion du comité international des Jeux qui se déroulera les 17 et 18 février prochains à Maurice devra statuer sur les disciplines proposées et élire son nouveau président. Des réflexions et des propositions de modification de la charte ainsi que des règlements intérieurs seront également à l'ordre du jour de cette rencontre d'importance où le département sera amené à jouer sa place dans la région. Le vice-rectorat a pris la décision de remercier le principal du collège de Mtsangamouji alors que ce dernier venait de prendre ses fonctions. Les personnels de l'établissement contestent vivement ce départ brutal à travers un communiqué publié par le syndicat Éducation. Écœurée par la méthode, la formation syndicale se fait écho de la communauté scolaire et s'interroge sur les motivations du vice-rectorat qui semble-t-il se soucie peu des conséquences que cela peut et va entraîner. Ces pratiques sont jugées inacceptables et le vice-rectorat est accusé de perdre son temps au détriment des dossiers urgents qu'il serait bon de traiter au vu du contexte actuel. Le syndicat demande l'arrêt de la procédure en cours et invite toute la communauté scolaire, personnel, enseignants et parents d'élèves à se mobiliser aujourd'hui dès l'aube devant le collège de Mtsangamouji pour exiger des explications. Cela a été chose faite ce matin et ce ne sont pas les seuls mécontents de la commune. En effet, les parents d'élèves se sont aussi mobilisés dans le premier degré pour protester contre les rythmes scolaires. Ils ont ainsi bloqué la mairie, tandis que tous les mécontents ont pu se réunir ensuite afin de mutualiser leur rancœur. Et enfin, dans le chapitre sport, ce samedi au stade synthétique de Bandrabois se jouait la Super Coupe 2016, une finale qui opposait le vainqueur de la Coupe de Mayotte au vainqueur du championnat de division d'honneur. Et pour la 3e fois consécutive, c'est l'équipe de Mtsapéré qui a disputé cette rencontre face à une équipe très jeune qui vient de monter en promotion honneur, l'Olympique de Mirereni. L'OFCM l'a emporté haut la main dans un match à sens unique. Un sujet signé de Nzena Studio et Pierre Bellucci. Dès le coup d'envoi, les Rouges du FCM n'ont laissé aucune chance aux joueurs de Mirereni. En effet, Johnny et ses hommes ne vont pas mettre longtemps à ouvrir le score grâce à un coup de pied arrêté. Les Bleus continuent les passes et les contre-attaques, mais le mur rouge semble infranchissable. Suite à un tir du numéro 3 du FCM, le gardien repousse mais Faya bondit sur l'occasion pour inscrire le second but. 2-0 pour le FCM. Mirereni est alors déstabilisé, enchaîne les fautes et autres pertes de balles. Ils encaissent un 3e but suite à un penalty transformé par Johnny. Mirereni a gagné la Coupe de Mayotte, c'est pour ça qu'il est venu jouer la Super Coupe. Donc honneur à eux, ils ont fait une histoire franchement assez intéressante. Par contre oui, effectivement, nous il faut qu'on joue le jeu. On est en préparation, on a un match officiel à jouer, il faut qu'on joue à 100%. Donc on l'a joué à 100%, on a respecté l'adversaire comme il le faut. Dès la reprise du match, le FCM ne va pas attendre pour mettre un 4e but par l'intermédiaire de Messi d'une superbe tête. Johnny va quant à lui inscrire un doublé portant le score à 5-0 pour le FCM. Mirereni va bien réduire la marque et sauver l'honneur en inscrivant 2 buts. Mais c'était sans compter la détermination des joueurs du FCM à plier ce match. Les Rouges vont en effet marquer 3 nouveaux buts, dont l'un juste avant le terme de la rencontre. 8-2 score final. Pour le capitaine de Mirereni, les joueurs n'étaient pas suffisamment préparés pour rivaliser avec l'ogre FCM. On a fait ce qu'on pouvait. Premièrement, nous, on n'a pas préparé le match. Les joueurs ne venaient pas au terrain. Du coup, on ne pouvait pas les forcer s'ils ne veulent pas. À chaque fois, on disait que devant, c'est un adversaire vraiment difficile à affronter. On s'est... Je peux te dire comment. On s'est cru qu'on pouvait rivaliser et pourtant on n'a pas fait des entraînements. La saison 2012, on avait battu FCM en 8e de finale de Coupe de Mayotte. Du coup, pour ça, on s'est cru supérieur et pourtant les résultats, on l'a vu au terrain qu'eux, ils étaient vraiment supérieurs à nous. Pour la 3e fois consécutive, les Rouges de Mtsapéré sortent vainqueurs de la finale de la Super Coupe. En forme et supérieur dans bien des domaines, le FCM a impressionné. À l'approche du début de la saison, les adversaires sont prévenus. Et
c'est sur cette très belle victoire du FCM que s'achève cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition que vous retrouverez en rediffusion sur notre site l'infocoésie.fr et sur OM5. La suite des programmes avec Ornella Perrine qui vous donnera les nouvelles du temps pour la journée de demain. À suivre juste après l'invité du temps de parole, Moussa Bavi Mohamadi, président du SIAM. Il était ce matin au micro de Patrick Mian que vous retrouverez demain dans la matinale. Et à 20h, ne ratez pas votre rendez-vous Casport. Excellente soirée à vous sur KTV.